Bonjour à tous et bienvenue sur Week Eco. Fin des échecs scolaires dans le cursus du cours primaire, est-on tenté de dire, depuis que le ministre des Enseignements maternels et primaires a rendu public une circulaire en date du 2 septembre dernier relative à l'évaluation des apprentissages scolaires. Dorénavant donc, OCI, C1 et CM1, quelles que soient les circonstances, l'apprenant passe en classe supérieure et ses connaissances seront ajustées. Cette note a suscité un tollé général dans le rang des acteurs du système éducatif. Mais de quoi retourne-t-elle concrètement? Quels sont les changements qu'elle apporte et qu'en sera-t-il du niveau des apprenants? Ce sera dans le décryptage. Et dans le dossier de la semaine, on évoque cette maladie hémorragique virale du lapin qui s'invite depuis quelques jours dans les cheptels et qui menace de décimer ces cheptels, alors que la direction de l'élevage propose aux cuniculteurs de vacciner leurs cheptels. Certains d'entre eux s'y opposent au motif de l'inefficacité du vaccin. Qu'est-ce qui motive donc cette guéguerre inutile, préjudiciable à l'élevage du lapin au Bénin? On en parle avec le docteur Yao Akpo, directeur de l'élevage. C'est donc parti pour un nouveau numéro de votre émission dominicale. Le premier arrêt, c'est le mini-journal. À la présentation, Nadège Omolade Sani. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Eco. Y a-t-il un seul secteur qui n'ait subi les effets économiques liés à la crise sanitaire du coronavirus? Visiblement non. Le reportage à suivre nous emmène au marché d'Antokba. Sur les étalages, le prix de la tomate fraîche a drastiquement chuté depuis quelques semaines. Le panier de la tomate coûte aujourd'hui 3 fois moins cher que le prix habituel. Une situation due à la fermeture des frontières pour cause de coronavirus. Plus de détails dans ce reportage signé Rodrigue Babagüeto. Des paniers de tomates à profusion, des étalages surchargés qui laissent déverser leur contenu. Depuis quelques semaines, pas facile pour Catherine de faire des bénéfices conséquents sur un panier de tomates vendues. Ce matin encore, pas de nouvelles livraisons pour elle. Il faut d'abord épuiser le stock actuel. De quoi dire minosa ada on le no wa bonoko wa da ikun ne minodu dion e globi asunde lo fi dion si so wa ko wa mi so mi 300 mi sa egbe di mi francs mi de. Tout comme elle, la majorité des revendeuses de tomates se plaignent de la chute des prix. Autrefois vendu à 11 500 voire 12 500 francs CFA, le grand panier de tomates ne peut excéder aujourd'hui 2 500 francs CFA. Une situation difficile à comprendre pour Dagan. Mais si raro togu do modi chaki we bona do moto de jimona akudanu bona le va sa chaki aton we atade ahokawa roka suno kwa 1000 francs we mi no zewa eni o dion 3000 mi sa so egbe dion 1500 sa mi de no mi ma ya o 6 do ayi kon so mi na mo 1000 francs. Des difficultés d'écoulement qui obligent à baisser le prix pour ne pas avoir trop de pourriture sur les bras, chose qui n'avantage personne d'autre que les consommateurs. 900 ouais on a le lundi de wa yo 900 yi kaso ouais 900 bombe kaso ize. Le panier de la ménagère est peut-être rouge de tomates, mais les bourses des revendeuses, elles, virent au rouge. D'ailleurs, na cliquons qui on ton tole moi mais non dagba c'est dans on il filet pas bien derrière sous mais non ça nous dion de alio et wa so alio. Avec une production de 70 000 tonnes de tomates par an, le Bénin n'arrive toujours pas à tirer assez de devises de cette denrée. Une stratégie de réduction des pertes post-récolte s'impose. Il y a des mesures traditionnelles que nous avons. En dehors de ça, il y a des usines de transformation qui sont là, que nous pouvons vraiment activer pour pouvoir conserver le produit. Au lieu de faire écouler cela, nous pouvions le conserver et en temps de pénurie, en temps de rareté, sortir ça sur le marché pour que le Béninois puisse
avoir le produit en saison, c'est-à-dire lorsque sa saison n'est pas favorable. Autant de pistes qui pourront permettre au Bénin de tirer profit de cette situation devenue récurrente chaque année. Au Bénin, 4 ménages sur 5 utilisent le charbon ou le bois de chauffe pour cuire leur repas, avec pour conséquence de cette pratique ancestrale la déforestation et l'émission de gaz à effet de serre. Pour aider à préserver l'environnement, un jeune Béninois a inventé un foyer à la fois écologique et solaire. Son foyer fonctionne à l'aide de coques de noix de palme carbonisées. Le reportage à suivre nous emmène à Azové, dans le département du Koufo, pour découvrir cette innovation et son auteur. Azové, à plus de 160 km à l'ouest de la capitale économique. C'est dans cette localité que cette start-up a été conçue. Tout est parti d'une discussion entre l'innovateur et son épouse. Un point financier, des dépenses effectuées en une année dans l'achat de gaz domestique et de bois de chauffe. Cet échange a permis aux deux partenaires de se rendre à l'évidence des dépenses énormes injectées dans la cuisson des aliments. Tout de suite, l'homme a l'idée de créer un foyer à la fois économique et respectueux de l'environnement. Nous avons la coque de noix de palme disponible dans nos campagnes. C'est la matière que les forgerons utilisent pour refondre le fer. C'est-à-dire que c'est un combustible efficace. Pourquoi ne pas faire un fourneau qui va utiliser ce combustible? Et c'est le début d'une création d'entreprise. Du métier de secrétaire qu'il a exercé pendant des années, l'innovateur de ce projet passe au statut de chef d'entreprise. Dans ses nouvelles fonctions, la tâche ne lui sera pas facile. Parmi ces difficultés, c'est la difficulté technique. La technicité, c'est vrai, j'ai la matière dans ma tête. Il faut matérialiser cela, il faut trouver les moyens, investir, acheter les matériels, acheter les instruments, c'est difficile. Après avoir surmonté plusieurs obstacles, il finit par concevoir les premiers foyers écologiques. De simples foyers qui fonctionnent avec des coques de noix de palme carbonisées. Après les critiques et suggestions de ses premiers utilisateurs, Gilles Natabou a approfondi ses recherches. Il en est arrivé à l'améliorer, voire le moderniser. Au cours de mes recherches, j'ai vu un dispositif que j'ai acheté également en ligne. Moi, je l'appelle un système de réglage. Ouais. On n'a plus besoin de prendre l'éventail pour activer le feu. Avec le souffleur, vous allez brancher seulement et augmenter un peu le volume. Et ensuite, on ne peut pas faire d'autres choses. Conçu il y a seulement quelques mois, le foyer est aujourd'hui la première option de cuisson de nombreux ménages de cette localité et même des grandes villes. J'utilisais les foyers traditionnels qui fonctionnent avec les sciures de bois. Chaque mois, j'achetais 3 sacs de 50 kg qui me reviennent à 6 000 francs. Depuis que j'ai connu les foyers solaires, j'économise énormément. 3 bassines de coque vendues à 1 000 francs, la bassine couvre le mois. La jeune entreprise, qui a déjà généré 5 emplois, est aujourd'hui en difficulté. Selon le promoteur, un financement d'environ 5 millions de francs CFA pourrait relancer les activités et favoriser la fabrication mensuelle de 40 foyers écologiques et donc une production d'environ 500 foyers par an. Dans la culture africaine, les pelles portées à la hanche constituent un outil de séduction et tracent la silhouette de la femme. Outre la lingerie extra-sexy, le port des perles à la taille va au-delà de l'arme de séduction qu'on lui attribue trop souvent. Pour savoir quelle est la vraie signification du port des perles à la hanche, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans le marché d'Antokpa et dans quelques rues de Cotonou pour recueillir l'avis des Cotonois sur l'usage des perles à la hanche. Émile Azokbota et Rodrigue Blondoumé pour le reportage. Les perles, objets de séduction qui dessinent le corps de la femme africaine.
Son usage à la ranche est un appât pour séduire les hommes. Pour ses atouts naturels incontestables, nombreuses femmes africaines optent pour le port des perles de hanche, un attirail qui a traversé les âges, mais n'a rien perdu de son charme. Les femmes doivent porter les perles parce que pourquoi? L'homme ne peut pas rester simple et la femme aussi doit rester simple, c'est pas bon. Il y a des gens qui aiment les grosses perles, il y a des perles comme ça, qu'ils aiment à le porter au rein pour faire exciter leur mari dans la chambre. Moi, personnellement, quand une femme porte les perles, ça m'excite beaucoup. Et moi, quand je vois une femme qui ne porte pas les perles, on dirait que je suis devant un homme comme moi. Donc j'aime beaucoup les perles, je les apprécie. Pour cette psychologue, les perles sont des objets de mise en valeur de la sensualité et de la féminité. Il en existe de différentes formes et de différentes couleurs. Lorsque une femme, en fonction de sa personnalité, choisira tel type de perle, telle couleur de perle et décidera aussi de changer en fonction de ses humeurs, de ses affects, tout cela est imbriqué. Et d'après nos études, encore, nous avons compris que les perles les plus prisées sont les perles appelées dans notre dialecte djennana. Djennana, ce sont des perles qui ont la caractéristique de résister au feu. Donc ces perles, je crois que ce sont les perles les plus prisées. En dehors des perles djennana, il y a les bébés djé. Mieux, cet attrait de beauté a une valeur spirituelle. La plupart importés du Ghana, son coût varie en fonction de sa qualité. Il faut parfois débourser en moyenne une somme de 12 000 à 20 000 francs pour un tour de hanche. Dans certaines familles, sa commercialisation se transmet de génération en génération. Les perles, dans leur diversité, ont donc tout un sens. Une femme qui porte des perles et puis ça pèse sur ses reins, avant que la femme là va avoir les maux de reins, vraiment ce serait difficile. Les perles, il y a beaucoup de vertus dedans. Une femme doit toujours porter des perles. Si tu as les perles sur toi et qu'il y a quelque chose, quelqu'un t'a envoyé quelque chose, s'il y a perles sur tes reins, ça ne peut pas t'atteindre. Pour des personnes averties, les perles sont de véritables outils de séduction. Elles feraient voyager dans un monde érotique où le beau est le seul maître de la conquête du cœur. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Ne zappez surtout pas, Week Eco se poursuit avec Ilvaïs Balogun. Et sans transition, la revue de presse économique, les faits qui ont marqué cette semaine, c'est avec Amandine Agnambossou. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse économique de Week Eco. Plusieurs sujets ont meublé les quotidiens cette semaine. Les journaux annoncent le lancement de la 14e édition du répertoire des prix. Pour la nation, il s'agit d'un document qui retrace les produits couramment utilisés par l'administration publique avec des indications de prix. Il contribue d'une part à la fiabilité de la planification des dépenses liées aux commandes publiques et d'autre part à l'encadrement des prix pratiqués par les fournisseurs de biens et services à l'administration. Le progrès signale qu'avec ce répertoire des prix, c'est la fin des litiges de surfacturation dans l'administration. Fraternité parle pour sa part des innovations pour améliorer la transparence dans la commande publique. Un mot sur la dette du Bénin dans cette revue. Le progrès signale qu'en matière de gestion de la dette publique, le Bénin a eu la note maximale. Le quotidien donne la parole à l'Argentin national, Romuald Wadani, à ce sujet. Ce dernier a laissé entendre que la rigueur et la transparence seront maintenues dans la gestion de la dette pour des résultats encore plus grands. Sur un autre plan, La Nation titre dans sa parution du 10 septembre, projet de construction de logements sociaux de Wedo. Les expropriés reçoivent leur chèque. Les 11 000 logements sociaux
vont contribuer au rayonnement de cet arrondissement de la commune d'Abomey-Calavi. Cette première vague de remise de chèques concerne les expropriés dont les dossiers sont déjà bouclés et parachève ainsi la phase administrative de l'expropriation et sera suivie de la phase judiciaire. Restitution des biens patrimoniaux, 26 œuvres d'art en route pour le Bénin. C'est l'information en manchette du quotidien Le Progrès du 9 septembre 2020. Ce quotidien mentionne que cette décision, issue d'un accord de paix entre le Bénin et la France, a été prise par le président français Emmanuel Macron et mise en vigueur. La nation donne la même information et fait savoir que le Bénin est en attente de recevoir de la France, et ce dans les meilleurs délais, 26 œuvres de son patrimoine. À en croire le quotidien de service public, le projet de loi relatif est déjà au niveau du Parlement français et renseigne à suffisance non seulement sur la liste intégrale des dites œuvres, mais aussi sur le processus pour les acheminer vers Cotonou. Le potentiel affirme que les députés français ont déjà voté la loi qui consacre officiellement le retour de ces trésors culturels. Sur le même sujet, Fraternité va encore plus loin et placade à sa une la photo des œuvres d'art en question. Fin de cette revue de presse économique. Merci et à bientôt. Et voilà, on enchaîne à présent avec les confrères. C'est l'instant décryptage. Vous l'avez certainement appris, au Bénin, l'échec n'est plus possible aux apprenants des classes de CI, CE1 et CM1. Selon le ministre, tout enfant qui accède au primaire doit être maintenu jusqu'en classe de 3e tout au moins. Quelles sont les implications de cette décision ou de cette mesure? On en parle avec les confrères sur ce plateau. Je reçois pour vous ce matin donc Enoch Guidima. Enoch, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers consoeurs. Bonjour. Justement, chers consoeurs, on reçoit Aniat Bello. Aniat, bonjour. Bonjour Ivaïs Balogou, mesdames et messieurs, bonjour chez vous. Merci d'être là, Aniat. C'est un plaisir. Alors Aniat, vous, comment est-ce que vous comprenez un peu cette décision de faire passer systématiquement les apprenants des classes de CI, CE1 et CM1? Alors, il faut d'abord dire que Salimane Karimou a déjà tenté d'expliquer un peu la décision. Et quand on comprend un peu cette décision, on se rend compte que ce n'est pas toutes les classes du primaire qui sont concernées. C'est-à-dire, c'est à chaque niveau du sous-cycle, le premier niveau de chaque sous-cycle. Quand on parle de sous-cycle, nous en avons 3 au niveau du primaire. Nous avons le sous-cycle CICP, le sous-cycle CE1, CE2 et le sous-cycle CM1, CM2. Donc, ça concerne les premiers niveaux de chaque sous-cycle. Et ça a été expliqué. On a un niveau de déscolarisation très élevé ici au Bénin, surtout dans les régions un peu reculées. Donc, c'est une façon de pouvoir encourager un peu plus les élèves à rester sur les bancs. Oui, mais je pense que l'idée est louable. Oui, mais l'idée est certes louable, mais quand on sait qu'aujourd'hui on poursuit l'excellence en milieu scolaire, on ne peut pas comprendre qu'on puisse demander de faire passer les enfants juste parce qu'ils sont présents au cours. D'accord. Alors, tout de suite, j'aimerais quand même qu'on ramène un peu la balle à terre. Et ça, je le dis aussi pour les parents d'élèves parce que j'ai eu tellement de réactions. Vous savez, je suis spécialiste de l'éducation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour me demander un peu mon avis sur le sujet. Je pense qu'il n'y a pas lieu de s'enflammer. Pour l'instant, il n'y a pas encore péril à la demeure. Tout ce qu'on dit, c'est quoi? D'aucuns pourraient parler d'un déplacement de problème, mais pour moi, ce n'est pas encore en quelque sorte ça. Puisque ce n'est pas que ces enfants vont quitter le primaire sans avoir le niveau requis. Le CEP est toujours là. Oui, qui est la barrière définitive. Mais en plus, quand on te dit que tu es en classe et du CI et que tu passes au CP, si au CP, tu n'as toujours pas le niveau, mais le CP, tu le reprends. Ce qu'on gagne, c'est ça il faut voir. Vous imaginez des parents d'élèves qui étaient déjà réticents à envoyer leurs enfants à l'école et qui se retrouvent avec un enfant qui commence la classe de CI et qui doit reprendre. Vous comprenez ce que je dis? D'une façon ou d'une autre,
c'est plus ou moins démotivant. Mais quand l'enfant est systématiquement en classe de CP et que l'enfant n'a pas le niveau, l'enfant reprend forcément au CP. Mais il n'aurait pas repris le CI. Ça veut dire que cet enfant... Je pense que ça fait qu'on a trois barrières. Maintenant, le fait qu'on dise qu'il faut, c'est plutôt ça. Il ne faudrait pas que les enseignants, et ça c'est mon appel, les enseignants de ces classes-là, c'est-à-dire CI, CE et CME, baissent les bras et se disent, puisque maintenant on nous demande de passer les élèves, on bâcle leur niveau, c'est-à-dire on ne se donne plus pour pouvoir leur... On va revenir un peu sur la responsabilité des enseignants. Si vous permettez. Je pense que c'est vraiment leur responsabilité qui est engagée au niveau de ces décisions. Des parents également. On va y revenir. Enoch, vous avez entendu le ministre, certainement, comme l'a dit notre consoeur Agnat, qui a expliqué que ces instructions s'appuient sur le plan de développement du secteur de l'éducation, je crois 2018-2030. Qu'en savez-vous à éducation? À éducation. Alors, il faut avouer que, d'abord, récemment sur cette émission, si j'ai parlé du système de sous-cycle, je l'ai abordé en filigrane. Vous savez, le régime actuel essaie de labourer le champ de la qualité de l'enseignant et de l'enseignement. C'est vrai que le plan sectoriel de l'éducation post-2015 se veut rectangulaire. Et donc, dans ce plan, il est dit que les enfants doivent avoir une égalité de chance, maintenir les enfants dans le cursus scolaire pour qu'ils puissent arriver en troisième. Donc, dire que s'appuyer sur le plan sectoriel, là, je suis d'accord. Le plan sectoriel demande à ce que les enfants poursuivent normalement le cursus scolaire sans avoir des échecs dans le temps. Mais le problème qui se pose, c'est que c'est vrai qu'il y a des directeurs qui craignent d'avoir 0% à l'examen et donc ils font une sélection de ces apprenants-là qui sont éligibles, qui peuvent leur représenter valablement au certificat d'études primaires. Donc, certainement que c'est pour corriger le tir que l'autorité ministérielle a opté pour cette décision. Donc, je crois qu'au cours du débat, on va revenir sur Est-ce que cette décision en elle-même, est-ce qu'elle est justifiée? Parce que quand on l'analyse, on se rend compte que les enfants risquent de perdre le niveau, tout au moins le niveau de langue. Écoutez, suivant les explications de l'autorité ministérielle, il y aura une évaluation formative au cours de laquelle l'enseignant va essayer de remédier aux insuffisances de l'apprenant. Si, après ces évaluations formatives, si l'apprenant, on lui fait une évaluation sommative, si bon, il est dans les dispositions joyeuses, on le fait passer. Et là, il faut tenir compte de la présence. Mais ça pose un problème parce qu'on aura après, dans la classe de CP, CE2, une massification. L'enseignant qui sait désormais que voilà, c'est là, le test est là, il faut faire passer l'enfant, il suffit juste qu'il soit là, qu'il soit présent. Mais le contenu du programme, c'est corsé. 8h à midi, 14h30 à 17h, c'est corsé. Quel temps l'enseignant aura pour voir chaque apprenant et corriger les inconvénients qui se trouvent dans la discipline à enseigner. Donc moi je crois qu'il faut d'abord chercher à voir le contenu, essayer de rendre ça flexible pour amener l'enseignant à évoluer dans le travail. Sinon, ça pose le problème de massification. Et parlons justement de massification. On sait déjà que dans les classes primaires, déjà, il y a beaucoup d'apprenants. L'enseignant du CI est face à beaucoup d'apprenants et il faut qu'il veille tout au moins à ce que chaque apprenant ait un minimum de niveau avant de passer au CP. Et justement, et là aussi se pose le problème du ratio élève-maître. Il faut tel nombre de maîtres, enfin tel nombre d'élèves pour un maître. Selon les informations, c'est de 40 plus à 50. Mais là, dans une classe de CM2 par exemple, il y a 66 élèves. Si je dis qu'au CE2, c'est vrai qu'au CE2, ils ne sont pas éligibles pour passer facilement, comme le dit CI, CE et CME. Si au CE2, on arrive à avoir, 15 élèves qui bougent et que les élèves qui quittent la classe de CME, disons 45, pour s'ajouter à ceux-là, est-ce que vous pensez que l'enseignant aura la capacité nécessaire? Est-ce que l'enseignant pourra se donner plus pour faire le travail? Alors qu'on sait que beaucoup d'enseignants embrassent le métier par dilettantisme. Enfin, on rentre dans le métier, on embrasse le métier pour voir s'il y a mieux ailleurs. Et c'est là on reste dedans. Bon, aujourd'hui, on sait qu'il y a un travail qui se fait pour épurer un peu le niveau des enseignants. Mais Agnat, vous parliez tantôt de la déscolarisation.
qu'il faut veiller à éliminer, mais est-ce pour autant une raison pour, je vais le dire comme ça en greffe, gâter le niveau des enfants? Alors, pour moi, combattre la médiocrité, d'accord, et laisser passer les enfants en classe supérieure, l'un n'empêche pas l'autre. C'est juste qu'au lieu de 6 barrières, comme je l'ai expliqué, on en a 3. Ça ne veut pas dire que les enfants n'auront aucune barrière à laquelle se confronter avant de pouvoir quitter le primaire. C'est-à-dire, au lieu de 6, on en aura 3. Et il faut savoir, Uvaïs Balogun, ce n'est pas le Bénin le premier pays à expérimenter cela. Et ce n'est pas la première fois qu'on en entend parler. Si vous êtes journaliste au niveau du secteur de l'éducation, c'est sûr qu'il y a déjà 10 ans ou 20 ans en arrière, vous en avez déjà entendu parler au moins une fois. Et je pense qu'on gagnerait à l'expérimenter. Nous avons expérimenté le nouveau programme de ce pays ici. Au début, il y a eu beaucoup de ratés, mais on est tous unanimes sur le fait qu'on l'a arrangé. L'approche par compétence. Et finalement, on sait ce que ça a donné. C'est ça, je vous dis. En fait, le système éducatif, et ça, c'est mon avis. Quand on parle d'éducation, on ne peut pas être rigide. On ne peut pas être rigide, non. C'est-à-dire qu'il faut, au fur et à mesure, s'adapter au contexte actuel. Quand vous parlez de massification, moi, je pense, et ça, ce sera la responsabilité de l'autorité de tutelle qui a pris cette décision, de s'arranger pour que ce ne soit pas un déplacement de problème. C'est-à-dire, effectivement, on demande aux enseignants de pouvoir faire passer les enfants d'une classe à une autre. Mais cet enseignant a toujours la responsabilité de s'assurer que ces enfants-là aient le minimum requis pour pouvoir quitter le CI pour aller au CP. Ce qu'on oublie, c'est que c'est les mêmes unités d'enseignement. C'est-à-dire, au niveau de chaque sous-cycle, c'est les mêmes unités. C'est-à-dire, ce qu'on commence par vous enseigner au CI, on approfondit au niveau du CP. C'est comme ça évolue au niveau de chaque sous-cycle. Donc, il ne faudrait pas que l'enseignant, soi-disant, parce que le ministre a dit, puisque j'ai vu des bulletins, on dit, au nom de la nouvelle loi, je me laisse passer. A raison quand il non, le dit. Non. Je pense, et j'en appelle. Moi, contrairement à ce que beaucoup disent, j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants qui sont vraiment entrés pour amour du métier, parce qu'ils ont ce sens sacerdotal. Il faudrait vraiment que ces enseignants-là puissent continuer par le faire véritablement. Puisque qu'est-ce qui change à leur niveau? Rien. On ne leur dit pas, on diminue le nombre d'heures de cours pour les enfants. Non, on ne leur dit pas, vous n'allez plus faire les matières que vous avez l'habitude de faire pour ces enfants. Non, on ne dit pas qu'il n'y aura pas d'évaluation. Non, tout ce qu'on dit, c'est que si cet enfant... Non, ne le dites pas. Non, ne le dites pas comme ça. Moi, je pense que c'est notre rôle en tant que journaliste de sensibiliser un peu et les enseignants et les parents d'élèves pour qu'on comprenne. Tout ce qui change, comme vous le dites, c'est peut-être qu'on n'aura pas, peut-être, c'est sûrement qu'on aura plus d'élèves dans cette classe-là. C'est-à-dire qu'on en aura beaucoup plus au CM2, au CE2 et au CP. Mais le truc, c'est que c'est quand même encore le ministère qui organise le nombre d'enseignants, les salles de classe et tout. Il faut s'assurer qu'on en ait suffisamment pour qu'on puisse respecter le ratio, par exemple. Est-ce qu'on a déjà fait ce travail préalable avant de prendre des décisions? Non, mais Uvaïs Balogun, on ne peut pas juste rester ici. Et le comble, c'est qu'on est en période de pandémie. C'est qu'on risque d'exposer encore plus nos enfants. Non, il ne faut pas dire ça. Je pense, moi, par exemple, en temps de pandémie, j'ai sillonné quand même quelques écoles, puisqu'on a fait le constat de la reprise quand ces enfants ont repris. On se rend compte quand même qu'il y a la distanciation qu'ils essaient de respecter, il y a le dispositif qui est là, le port de masque, non. Encore que la pandémie, nous prions tous pour qu'elle ne perdure pas. Mais là, nous sommes face à une décision qui est censée perdurer. Je pense, c'est comme quand on a commencé le système U au niveau du collège, où on se disait, les enfants allaient bavarder. Non, au contraire, on a compris que ça a aidé les apprenants à savoir travailler ensemble, à savoir fédérer les ardeurs pour pouvoir améliorer leur niveau. Non, je pense qu'il ne faut pas se braquer tout de suite. Il vaut mieux qu'on l'expérimente. Mais par contre, ce que je n'apprécierais pas, ce serait juste qu'on le fasse sans évaluer. Il faut évaluer peut-être à mi-parcours, 1 an ou 2 ans après, pour voir véritablement ces enfants-là à qui on a appliqué ça, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Est-ce que cela gagnerait à ce qu'on puisse continuer dans le même sens? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre pour que le niveau, parce que comme vous le dites, tout ce qui est important, c'est que le niveau des apprenants ne se perde pas. Mais ce niveau ne se perdra pas si les parents d'élèves jouent leur rôle et que les enseignants aussi ne rejettent pas le tort et la responsabilité sur le ministère qui a demandé de passer en classe supérieure et qui font véritablement leur travail d'enseignant. Enoch, vous étiez en train de... Oui, est-ce que vous savez qu'il y a des parents d'élèves qui refusent que leurs enfants bougent parce qu'ils n'ont pas le niveau? Ça dit quoi? L'enseignant veut rester peut-être dans les bonnes grâces du parent d'élève parce qu'il est bien reçu à la maison et tout, et qu'il décide de faire passer l'enfant et le parent d'élève refuse, dit non, mon enfant ne bouge pas parce qu'il n'a pas le niveau. Vous savez que des choses comme ça se passent? Oui, bien sûr. Alors, si par exemple le parent ne dit rien parce qu'il a dépensé pour que son enfant aille à l'école
et que l'enfant quitte la classe de CI pour CP, il y a un problème de niveau qui se pose peut-être là, l'enfant est passé en classe de CP. Ça veut dire qu'on donne du travail à celui qui est au CP, parce qu'il doit reprendre avec ce qu'il n'a pas, maîtrisé avant de revenir sur ce qu'il revient à faire dans la classe de CP. Il en a de même pour la classe de CE2. Et donc le problème se pose toujours. Moi je pense que, on peut l'expérimenter 1 an et voir. Et voilà qu'il y a seulement 2 semaines pour que les acteurs du système éducatif renouent avec la réalité pédagogique. Est-ce que 2 semaines peuvent suffire pour ces enfants-là qui vont passer en classe supérieure, de colmater les brèches et de corriger l'outil? On ne sait pas. Est-ce que 2 semaines peuvent suffire? Parce que l'évaluation formative, il faut aussi rassembler, réunir les enseignants, et faire des formations pour leur montrer comment ça va se passer. C'est vrai, je reconnais que le système de sous-cycle est là depuis 2016, avec l'avènement du régime actuel. Mais c'était en veilleuse. C'est justement avec, je dirais, la pandémie et tout ce qui va avec que l'autorité a décidé qu'on opte pour ce système-là. Alors, ce que vous dites là implique beaucoup plus de responsabilité de la part de l'enseignant. Oui, de la part de l'enseignant et des parents d'élèves. Il faut que les parents d'élèves aussi, à leur niveau, tentent de suivre les enfants pour voir si est-ce que l'enfant que j'envoie à l'école, ce qu'il fait à l'école, est-ce qu'il est éligible, est-ce qu'il a les prérequis pour passer en classe supérieure. Il faut que les parents d'élèves aussi, ce cri de cœur, il faut qu'ils se mettent aussi au travail. Parce que ce qui se passe actuellement, si on décide de les faire bouger en tenant compte de la présence, je dirais... Juste la présence au cours. C'est un truc comme ça, la présence au cours et fait passer l'enfant parce qu'on veut rester en parfaite symbiose avec l'autre des cadres qui dit assurer l'éducation à tous sur le même pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. D'accord. Si on veut rester en parfaite symbiose avec ça, je crois que ça marche. Mais il faut revoir la façon dont le travail doit être fait pour que tout le monde puisse jouir des fruits du travail. Non, mais si vous permettez, moi, ce sera peut-être mon cri de cœur sur ce plateau. J'ai parfois l'impression qu'au Bénin, on aime bien les titres ronflants et tout ça. Je prends par exemple un enseignant je dis tout n'importe quoi, même au niveau de l'université, un professeur d'université qui donne un devoir et à la fin du devoir, il y a juste 2 personnes qui ont la moyenne et tout le reste est échoué. Vous allez le voir, il est fier, il est content, il est tout heureux. Je les ai calés. Mais quelle est ta responsabilité en tant qu'enseignant? Tu enseignes 100 personnes et sur 100, il n'y a que 2 qui ont la moyenne. Ça veut dire qu'à toi-même, tu as un problème, tu n'arrives pas à rendre. Je pense quand même qu'il ne faudrait pas que les enseignants se cachent. Parce que moi, ce serait ça. Ce serait une fuite de responsabilité que de se tenir derrière cette décision-là du ministre Salimane Karimou pour ne plus faire ce qu'ils ont à faire véritablement. Le problème, rien ne change finalement. À part le fait qu'on demande à ces élèves-là de passer en classe supérieure ou qu'on aura plus d'élèves au niveau du CP et qu'il va falloir gérer ce trop-plein d'élèves au niveau des classes supérieures, d'accord? Rien ne change. Puisque quand vous parlez du suivi au niveau des élèves, ces parents d'élèves continueront toujours à recevoir le bulletin. Si ton enfant a 2 de moyenne, tu le sauras. S'il en a 3, tu le sauras. Si c'est en calcul qu'il est fort, tu le sauras. Si c'est en français qu'il est fort, il le saura. Donc, je pense que véritablement, il n'y a pas grand-chose qui change. Et quand on parle du respect de l'ODD, de cet ODD-là que vous avez cité, cet ODD-là n'est pas venu juste comme ça. On ne s'est pas levé en 4 murs pour demander cet ODD. Moi, vous vous rappelez, j'ai fait une tournée au niveau de Zé, quand j'étais au niveau de BB24. Tu vois un peu les réalités de ces parents-là. Des parents qui n'ont pas les moyens de pouvoir même payer les 25 francs qu'on demandait au niveau des cantines scolaires pour que les enfants puissent rester. Un parent d'élève comme ça, vous savez, une année scolaire, ce n'est pas que des dépenses en termes financiers, c'est aussi des dépenses en termes d'énergie. Ça n'a pas été facile. C'est avec beaucoup de sensibilisation que nous avons maintenant des parents d'élèves qui ne connaissent pas vraiment les réalités de l'enseignement et qui décident d'envoyer leurs enfants à l'école. Et ces parents-là, d'accord, qui se retrouvent confrontés avec un enfant qui reprend la classe de CI. D'une façon ou d'une autre, pour lui, c'est une mauvaise expérience. Or, quand cet enfant passe
du CI au CP. Il y a l'association des parents d'élèves, c'est-à-dire le système éducatif tel qu'il est actuellement. S'il fonctionne bien, on ne devrait même pas avoir des difficultés. S'il fonctionne bien. C'est pour ça que je dis s'il fonctionne bien. On a évoqué la responsabilité des enseignants, la responsabilité des parents, mais il faut également la responsabilité de l'autorité. Justement, c'est pourquoi je vous ai dit, il faudrait que l'autorité puisse mettre en place les moyens didactiques, les moyens financiers aussi, pour qu'on puisse avoir assez de salles de classe. Parce que le risque là maintenant, la décision est tombée maintenant. Les élèves qui ont 3 de moyenne et qu'on sort, on va les avoir au niveau du classe du CP. Et le CP déjà, c'est peut-être dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Donc vous vous rendez compte, comment est-ce qu'on fait pour ce trop-plein là? Le ministre qui a pris cette décision, on le sollicite, on lui demande humblement de tout faire pour que ces enfants puissent continuer leur cursus normalement et avec les bonnes dispositions. Mais je demande à ce qu'on ne se braque pas. On ne perd rien à essayer, à apprendre de cette expérience. Oui, mais si on est braqué, nous parents d'élèves qu'on est braqués, nous en tant qu'enseignants, ça veut dire qu'on ne fera pas ce qu'on a l'habitude de faire. Et à la fin, le résultat sera biaisé. Enoch, on finit avec vous, la responsabilité des différents acteurs du système éducatif. Oui, c'est partagé. Il faut que les acteurs, notamment les enseignants, parce que c'est comme une épée de Damoclès, il faut que les enseignants puissent se mettre au sérieux, se mettre au pas, pour que cette décision ne soit pas difficile à gérer, parce que c'est vrai, l'autorité, nul n'est au-dessus de la loi, c'est l'adhésion de l'autorité, on va s'y plier et voir ce que ça va donner dans le temps. Mais j'aime à citer cette maxime latine qui dit « Errare humanum est, sed in errore perseverare diabolicum », ce qui veut dire l'erreur humaine, mais la persévérance dans l'erreur est diabolique. On peut faire une volte-face, on peut revoir. Essayons d'analyser les tenants et les aboutissants. S'il faut une formation pour les enseignants, on va le faire, histoire de voir s'il faut continuer ou pas. Merci. Si vous permettez, moi je pense quand même que... 30 secondes. Oui, en 30 secondes. C'est le lieu de dire que nous avons hérité d'un système éducatif colonial très rigide. Nous sommes en train d'essayer, au fur et à mesure, de le rendre un peu plus flexible, de l'assouplir pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que chaque pays, chaque État a ses objectifs personnels. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse rester dans la même dynamique que nos gouvernants et qu'on les aide, qu'on les accompagne à pouvoir atteindre ces objectifs-là. Plus d'élèves en classe, c'est beaucoup plus de richesse pour le pays. Attention, il y a la massification. Merci à vous, Aliat Bello, d'être passé sur ce plateau. Et Enoch Guidjime également. Merci d'être passé sur ce plateau. Et on installe, sans plus tarder, le plateau dossier de la semaine. Déclarée comme pour la première fois au Bénin en 2015, la maladie à hémorragie virale du lapin avait disparu du territoire national avant de réapparaître en 2015. Et depuis lors, presque chaque année, l'élevage des lapins est menacé. Et cette année encore, la filière est attaquée et les risques sont grands de voir tout le cheptel du Bénin détruit si rien n'est fait pour freiner la saignée. Suivons ensemble cet élément avant d'installer notre invité. Sans vous mentir, j'ai peur parce que l'année passée, nous avons eu à vacciner nos lapins et quelques jours après, tout est parti. La douleur des nombreuses pertes de l'année dernière est toujours là, vivace en eux. Une hantise dont ces cuniculteurs ont du mal à se débarrasser. Tout leur cheptel est parti, décimé par la maladie à hémorragie virale, encore appelé l'Ebola des lapins. Ça a été vraiment une période de grande tristesse pour les éleveurs, de façon générale. Au sud Bénin ici, du Sabaïkon, ça a vraiment été. Mais les éleveurs n'ont pas eu la réaction des autorités. Cette réaction qu'il fallait, ils ne l'ont pas eu. Il faut dire que les autorités même ne comprenaient pas ce qui se passait. Je suis distributeur d'aliments. Si les petits paysans, les petits éleveurs disparaissent, moi, j'ai des problèmes. Donc, je vais toujours œuvrer pour qu'ils existent toujours et aussi pour la consommation locale. Sans eux, il n'y en a pas. Parce que ce qui s'est passé l'année passée, si on reproduit ça cette année, ce serait de la catastrophe. Plus catastrophe que ce qui s'est passé l'année passée. Cette année, l'État, pour la première fois, à travers la direction de l'élevage, de commun accord avec la Fête des producteurs de lapins, a lancé la campagne de vaccination de ces lagomorphes domestiques. Mais la peur est toujours là, compte tenu de la date de péremption du vaccin. Les vaccins qu'ils nous proposent, c'est des vaccins qui, laissez-moi vous dire, avec les informations et le constat que nous avons fait,
c'est des vaccins dont leur date de péremption est au cours du mois de septembre. Du côté de la direction de l'élevage, on rassure de la qualité, un vaccin qui serait capable de lutter contre les 2 types de virus en circulation. Il y a donc plus de peur que de mal, explique le directeur de l'élevage. Il indique que le boycott du vaccin lancé sur les réseaux sociaux serait suicidaire pour la filière. L'engagement du gouvernement est manifeste. Plus de peur que de mal, est-ce vrai? Et je l'avais annoncé à l'entame de cette émission. Notre invité pour parler de cette question, c'est le directeur de l'élevage, Dr Yao Ako. Bonjour. Bonjour, M. Balou. Merci d'être là. C'est moi. À mes côtés, dans la conduite de cet entretien, Rodrigue Babaguito, bonjour. Elbaïs Balogou, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le tueur des léporidés, encore appelé Ebola des lapins, décime les cheptels de lagomorphes et sème la panique au sein des cuniculteurs. Ces symptômes, des crises d'éternuement, des phases d'excitation, des spasmes, des hémorragies nasales, buccales et anales, puis s'ensuit la mort de l'animal. Yao Ako, vous êtes directeur de l'élevage. Alors, cette panique des cuniculteurs que nous venons de suivre dans l'élément témoin tout à l'heure, est-elle fondée? Y a-t-il péril en la demeure? Merci, Monsieur Rodrigue. Je dois d'abord rappeler, comme vous l'avez dit à l'entame, que la première apparition de la maladie hémorragique virale du lapin au Bénin remonte à 1995. Oui. Après cette apparition, nous avions connu une accalmie pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Donc, logiquement, elle a ressurgi en 2015. En 2015, nous avions connu encore de nouveaux foyers. Et depuis 2015 à ce jour, nous avons des récurrences, des apparitions répétées de foyers de maladies hémorragiques virales du lapin. Pour revenir à votre question, il faut des clarifications. Oui. Par le passé, un seul type de virus circulait dans le pays. Le VH1? Nous appelons la souche classique, ou le type 1. Mais il s'est avéré qu'à la suite des mortalités massives enregistrées en 2019, l'État a fait d'autres prélèvements et envoyé dans des laboratoires aussi bien nationaux que des laboratoires étrangers. Les résultats ont révélé l'existence maintenant d'une souche mutante qu'on appelle le type 2. Alors, par le passé, jusqu'en 2019, le vaccin qui existait, qu'on appelle Cunipravac, ne couvrait que la souche classique. Vous comprenez avec moi que si on utilise le même vaccin, ça ne peut pas couvrir les 2 souches. Bien sûr. C'est pour ça que je disais qu'il ne devrait pas y avoir de polémique si le message passait. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que depuis le 6 janvier 2020, l'État a importé un vaccin bivalent qu'on appelle le Filavac. Donc il arrive à couvrir aussi bien la souche classique que la souche qui a muté. Il ne devrait plus y avoir d'inquiétude. Et vous allez constater dans l'élément qui est passé que la plupart des interventions portaient sur 2019. Bien sûr. Je dois rappeler que l'État n'a jamais organisé de campagne de vaccination chez les lapins. Mais d'où viennent alors les vaccins qu'ils ont injectés à leur cheptel? Bien sûr que le vaccin existe et chacun pouvait avoir accès parce que ce vaccin étant importé est disponible au niveau des cabinets. L'élément qu'il faut clarifier, et c'est le fait qu'on a du vaccin qui n'arrive pas à couvrir 2 souches. Le Cunipravac ne peut pas couvrir 2 souches. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les cuniculteurs savent que le vaccin qui a été importé... A muté. Non, que le vaccin qui a été importé peut tuer le virus aussi bien la souche 1 ou bien la souche 1 que la souche mutante. Il faut dire que les démarches qui ont suivi donc, ces cas de mortalité, les démarches pour importer de nouveaux vaccins, ces démarches ont été faites non seulement avec les professionnels vétérinaires, mais également avec les acteurs. Pourquoi on avait jugé nécessaire de faire cette démarche? C'est parce que le vaccin revenait assez cher. 800 francs la dose. On ne pouvait pas prendre la responsabilité d'importer un vaccin dont la dose revenait à l'éleveur à 800 francs par injection. Donc, on les a réunis, on leur a apporté l'information.
Et ils ont trouvé que si le vaccin pouvait réellement couvrir les 2 souches, il fallait l'importer. C'est dit quoi? C'est dit que les acteurs étaient informés, mais du fait qu'il y avait un passé douloureux, il y a eu cette réticence. Mais je dois également rappeler que la campagne qui est en cours actuellement a été préparée avec les acteurs. Alors, on parle déjà de cette campagne qui, il faut le rappeler, est une première lancée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Mais cette campagne de vaccination fait beaucoup polémique et certains cuniculteurs estiment qu'il ne faut pas faire recours justement à ce vaccin que vous proposez aux cuniculteurs du fait de la date d'expiration qui est trop proche. Alors, campagne de vaccination démarrée en août et un vaccin dont la date d'expiration est déjà pour septembre, leur inquiétude n'est-elle pas fondée? Je dois d'abord rappeler, comme vous l'avez dit, que c'est pour la première fois que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers la direction de l'élevage, organise une campagne de vaccination contre la VHD. Bien sûr. Alors, il y a des polémiques qu'il ne faut pas entretenir. Il y a également de faux débats. La date de péremption d'un vaccin n'est pas déterminée par les acteurs. C'est le fabricant qui détermine la date de péremption. Mais comment eux, ils font pour savoir que c'est en septembre? Non, réellement, ce n'est pas un mensonge. Okay. Le vaccin va en péremption le 22 septembre prochain. Okay. Mais ce que je dois dire, c'est qu'il n'est pas de la compétence d'un autre acteur que le fabricant de déterminer la date de péremption. Jusqu'au 21 septembre, le vaccin peut être utilisé. Il y a la notion de date de péremption et de délai d'utilisation optimale. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que lorsque vous respectez les conditions de conservation éditées par le fabricant, jusqu'à la date de péremption, le vaccin est valide. Okay. Si vous ne respectez pas les conditions de conservation qui sont indiquées par le fabricant, alors là, vous êtes en porte-à-faux. Mais aujourd'hui, les vaccins vétérinaires sont importés par le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire, qui a les engins frigorifiques pour la conservation. Mieux, il faudrait rassurer les gens pour dire que nous sommes en face d'un vaccin qui est inactivé. Nous n'avons pas de matériel vivant dans le virus capable d'altérer également, je dirais, son efficacité. Alors, le vaccin, autrefois vendu à 800, passe aujourd'hui à 100 francs, n'est-ce pas? Oui, je dois rappeler quand même que quand on parle de cuniculture ou de l'élevage des lapins, c'est une activité économique qui nourrit un grand nombre de familles au Bénin. Et face à la nécessité de promouvoir cette cuniculture et son potentiel, l'État a mis en place un plan de prophylaxie qui met l'accent sur la vaccination. Je l'ai dit tout à l'heure, la récurrence de la VHD dans nos élevages est plus ou moins réelle. De ce fait, l'accent étant mis sur la vaccination, et vu le coût de la vaccination, il faut rappeler auparavant, le Cunipravac qui existait était à 200 francs la dose, mais il fallait faire 2 injections dans l'année. Ça fait 400 francs. Oui. Et vous constatez que le nouveau vaccin qui est appelé Filavac, c'est une seule administration par an, mais ça comporte 2 souches. Vous voyez, quand on fait 400 fois 2, nous sommes dans les mêmes limites. Ce qu'il faut signaler, avec cette volonté d'accompagner la cuniculture, l'État a sollicité l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la commission de l'UEMOA, qui a accompagné la lutte contre la VHD. Avec cet appui financier, l'État a décidé de faire une vaccination à coût réduit. C'est ce qui a justifié le passage de 800 francs à 100 francs. Ce n'est pas parce que les vaccins sont de mauvaise qualité. Non, c'est parce qu'il y a une activité qui s'inscrit dans la durée. Et mieux, il faut dire que juste après la campagne, il est prévu également de former les cuniculteurs, surtout sur les questions de biosécurité. Comment mettre en œuvre les plans de prophylaxie. Parce que si on ne prend garde,
la VHD est en train de devenir une maladie enzootique avec laquelle nous allons vivre. Or, c'est la maladie la plus meurtrière des lapins. Et si nous devons maintenir sa propagation et vivre avec, je pense que le cheptel cunicole est menacé. Alors, on ne le souhaite pas, mais s'il arrivait qu'une fois de plus, le virus mutait et passait au type 3, qu'on en arrivait à une hécatombe, je le dirais ainsi, semblable à celle de 2019. Alors, les cuniculteurs d'aujourd'hui qui se sont procurés les vaccins, en cas de dommages post-vaccinaux, que feraient-ils? Je dois d'abord dire que le vaccin Filavac, qui est bivalent, est utilisé dans notre pays depuis janvier 2020, sans que nous ayons le retour d'effets indésirables. Mieux, s'il est avéré que le vaccin utilisé avant la date de péremption engendre des casses, le fabricant sera mis devant ses responsabilités. Mais ce n'est pas le fabricant qui aura demandé aux cuniculteurs de venir le faire. Actuellement, c'est la direction de l'élevage. Bien sûr, quand il dit le fabricant, c'est à travers la direction de l'élevage, parce que le fabricant ne sait pas chez qui on l'a utilisé. Tout à fait. Donc, la première personne à indexer, c'est la direction. Mais le recours est vers la direction, mais la direction n'ayant pas fabriqué et ayant gardé le vaccin dans les conditions prescrites par les fabricants, les contrats, les clauses des contrats qui unissent la direction et le fabricant, ces clauses-là permettent à la direction de faire recours. Mais dans tous les cas, je dois vous apaiser et dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Simplement parce que depuis près de 2 semaines, nous avons lancé cette campagne. Et justement, à ce jour, est-ce qu'il y a une estimation justement du nombre de lapins qui déjà ont eu le vaccin? Mon souhait, c'est de revenir faire ce point. Absolument. Mais je peux dire quand même que nous sommes déjà à plus de 9000 lapins vaccinés. 9000 lapins vaccinés. Plus de 9000. Mais c'est un point exhaustif qui sera fait parce que la campagne normalement doit prendre fin aujourd'hui. Et il serait bien que nous ayons le retour de tous ceux-là qui sont impliqués dans cette campagne et faire le retour. Alors, pour éviter une résurgence, je dirais ainsi, du virus, que faut-il faire? Quels sont les facteurs qui favorisent justement, je dirais, l'accroissement du virus? D'abord, avant d'aller à cette question, je dois préciser que la vaccination en elle-même est un acte médical. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que la vaccination doit se faire par un professionnel. Sinon, vous pouvez vacciner et ne pas avoir le résultat. Mieux, les températures de conservation et de transport doivent être respectées. Pour éviter la propagation de la VHD, il y a des comportements à risque qu'il faut éviter. Lesquels? Le premier comportement, c'est aujourd'hui l'acquisition d'aliments. Il n'est pas permis d'aller acheter de l'aliment dans un emballage et l'introduire dans son élevage. Non. Il faut s'approprier un emballage propre, neuf, et aller acheter. Il faut éviter de visiter les élevages atteints. L'homme constitue un vecteur. Mais justement, on ne peut pas savoir lorsqu'on vient dans un cheptel que ce cheptel est atteint. Nous sommes en crise maintenant, il faut limiter les mouvements. On ne doit plus visiter d'autres élevages. Mais le grand problème aussi, c'est que le vent intervient dans la propagation. C'est pour ça qu'il faut maintenir les bâtiments d'élevage fermés. Mais le gros problème qui explique la résurgence... Même fermé, le vent circule. Oui, il faut limiter. Nous sommes face au biologique. Il a parlé de la mutation tout à l'heure. Je n'ai pas voulu faire le développement simplement parce que quand vous êtes face au coronavirus, qu'est-ce que vous faites? C'est des cas de mutation. Donc, nous sommes face au biologique. Et face au biologique, il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il faut s'investir dans la prévention. Il faut dire qu'on ne peut pas traiter les cas de VHD. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur la vaccination. Mais mieux, il faut aujourd'hui sensibiliser les gens à éviter certains comportements tels que l'importation de lapins vivants sans autorisation. La VHD est également endémique dans les pays limitrophes. Mais du fait que le format des lapins impressionne les acteurs, certains introduisent des lapins sans autorisation préalable des services vétérinaires. Il faut aussi vacciner les sujets d'au moins 10 semaines, comme cela est dit. L'un dans l'autre, si nous maintenons ces règles de biosécurité, si nous maintenons ces principes, ces indications pour la vaccination, nous allons pouvoir contrôler la VHD et nous allons fédérer nos énergies pour que cette maladie-là soit éradiquée
parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la principale menace pour le cheptel cunicole, c'est la VHT. Alors, l'offre nationale de viande de lapin est estimée à 2000 tonnes environ sur le territoire national. Vous avez donné des conseils aux cuniculteurs, mais le consommateur doit-il s'inquiéter aujourd'hui de la viande de lapin qu'il a l'habitude de se procurer? Parce que, vous savez, Ulvaeus, par exemple, est un féru de la viande de lapin. Ah oui, absolument, absolument. Du coup, est-ce qu'il doit se retenir de consommer la viande de lapin jusqu'à la fin de cette crise? Vous me donnez l'occasion de revenir sur des appellations Ebola du lapin, tout ça, ce n'est pas conventionnel. Donc, c'est des inventions. C'est la VHT. Nous ne connaissons pas d'Ebola du lapin. Et mieux, il faut dire que nous ne sommes pas face à une zoonose. Ce n'est pas une maladie qui est transmissible à l'homme. Donc, même en consommant la viande de lapin, on ne va pas attraper la VHT. Ce n'est pas une zoonose. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour les cuniculteurs de livrer des animaux qui sont malades. Simplement, lorsque nous sommes informés, les services vétérinaires se déploient pour essayer de faire des abattages sanitaires. Parce qu'il faut rappeler que c'est un virus qui est très résistant à la congélation. Même en congelant des viandes qui sont infectées, nous ne faisons que propager la maladie. Et aussi en vendant des lapins qui sont atteints, les élevages dans lesquels ces lapins-là seront introduits vont être encore infectés. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il ne serait pas bien d'arrêter la consommation? Parce que rien ne nous dit qu'il n'y a pas de cuniculteurs de mauvaise foi. Rien ne nous garantit cela. Bon, il y a beaucoup d'amalgames simplement parce que nous avons connu 3 foyers de VHT à ce jour au plan national. Et c'est des foyers qui sont circonscrits. Donc ce n'est pas une crise généralisée. J'invite les gens au contraire à consommer davantage la viande de lapin, qui est une viande juteuse, succulente et qui est peu graisseuse. Eh bien, merci beaucoup, Yao Akpo. Eh bien, mesdames, messieurs, nous espérons que si vous êtes cuniculteur, vous avez votre carnet de notes et que vous avez pris des notes justement de cette intervention du directeur de l'élevage. Et si vous êtes des consommateurs, vous savez désormais à quoi vous en tenir, comme Ulvaeus Balogun. Eh oui, j'espère que le directeur va nous inviter à consommer de la viande de lapin. Bien sûr, pourquoi pas. Je vous remercie et j'invite tous les acteurs à fédérer les énergies, à mieux se structurer pour que la filière aille de l'avant. Merci à vous, Dr Yao Akpo. Je rappelle, vous êtes le directeur de l'élevage. Merci, Rodrigue Babagbeto. Ce sera tout pour Week Echo de ce dimanche. Émission que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et à dimanche prochain.